Revoilà pour la deuxième partie du colloque Avocial avec 3 nouveaux intervenants. À ma droite, Sylvie Brunet, députée européenne, membre du groupe Renew, auteur d'un rapport présenté en mars dernier sur les travailleurs des plateformes. Tout à gauche, Julien Icard, professeur à l'université Panthéon-Assas Paris 2. Et à ma gauche, Étienne Pujol, avocat au cabinet Berilo, membre d'Avocial. Une fois encore, avant de donner la parole à nos intervenants, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à tout moment. Surtout, n'hésitez pas, puisque plus les échanges sont interactifs et moins vous risquez de souffrir de Zoom fatigue. On l'a vu lors de la précédente table ronde, la notion de salarié, de travailleur donne lieu de longue date à de nombreux débats relatifs notamment aux frontières qui séparent justement le salariat du travail indépendant. Parallèlement, on observe une forme de mouvement d'unification, en particulier entre les fonctionnaires et les salariés de droit privé. Julien Icard, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce mouvement qui contribue en fait au brouillage des frontières entre les différents statuts de travail? On va dire qu'historiquement, le droit de la fonction publique et le droit du travail se sont construits de manière un peu antithétique. Alors, il y a eu quand même des facteurs de rapprochement, notamment la jurisprudence du Conseil d'État avec les fameux principes généraux du droit issus du droit social. Ça a été un facteur de rapprochement, mais c'est un facteur de rapprochement un peu paradoxal parce que précisément, c'est un facteur on est parti de l'idée qu'a priori, le droit de la fonction publique n'était pas soumis au principe du droit du travail, alors qu'on aurait pu très bien considérer en sens inverse. C'était d'ailleurs le sens de ce que disait le commissaire du gouvernement gréviste au tout début, lorsque ces questions ont commencé à se poser, c'était de dire qu'il faut appliquer le droit du social, sauf pour les spécificités inhérentes à la fonction publique. C'est l'inverse qui a été choisi, et donc ce qui explique le partage entre les deux, avec donc cette action notamment du Conseil d'État. Et puis plus récemment, on a effectivement un facteur de rapprochement, mais qui est plus dû à l'action du législateur. Peut-être on pourra en parler un peu plus précisément, mais il y a notamment les dernières lois, la loi de réforme de la fonction publique de 2019, qui a favorisé un recours à des contrats qui sont des contrats qu'on connaît en droit privé, notamment le contrat de chantier, qui a aussi permis l'application de la rupture conventionnelle collective en droit de la fonction publique. Et puis, pour donner que 2 autres exemples, la fusion des institutions représentatives du personnel de la fonction publique, comme on l'a connu en droit privé, avec les CS dans la fonction publique. Et puis, dernier exemple, la négociation collective qui a été introduite donc, par l'ordonnance de février 2021 dans la fonction publique. Alors, ils connaissaient déjà des mouvements de négociation collective, mais là, c'est vraiment un mouvement très, très puissant qui va s'enclencher, et c'est un peu une révolution dans le droit de la fonction publique qui est évidemment statutaire au départ. Et comment vous expliquez que philosophiquement, il y a ce rapprochement qui se crée entre ces différents statuts, et comment vous mettez en parallèle avec les questions de frontières entre le salariat et le travail indépendant? Alors, philosophiquement, il y a sans doute une raison assez profonde, c'est le fait qu'on est dans les 2 hypothèses dans du travail subordonné. Il n'y a pas de grande différence entre du travail subordonné auprès d'un employeur de droit privé ou du travail subordonné auprès d'un employeur public, si ce n'est effectivement les nécessités que la fonction publique peut imposer. Mais donc, il n'y a pas une différence fondamentale entre les deux. Ça, c'est une première chose. Et puis, il ne faut pas se le cacher, il y a un mouvement idéologique très profond de remise en cause des statuts de la fonction publique pour aller vers quelque chose d'ordre de l'application plus profonde du droit privé dans le droit de la fonction publique. Et ça, on l'observe, là, c'est les dernières réformes de la fonction publique, elles sont plutôt orientées dans ce sens-là. Et finalement, on a l'impression qu'il y a une forme de régression ou de moindre protection, on va dire, des fonctionnaires, là où, par ailleurs, on cherche à aller vers davantage de protection des travailleurs indépendants. Je ne sais pas s'il en résultera, vraiment là, le débat est ouvert, mais je ne sais pas s'il en résultera forcément une moindre protection. Tout le travail du Conseil d'État avec la création des principes généraux du droit, c'est de faire application dans le droit de la fonction, dans le droit du public, de principes qui n'étaient pas reconnus aux contractuels, voire aux fonctionnaires. Donc, c'est quand même des choses, quand on pense que le droit à la protection des femmes enceintes, le droit à une vie familiale, plus récemment, le droit au remboursement, alors c'est peut-être plus anecdotique, de remboursement des frais professionnels, mais c'est quand même des choses qui n'existaient pas et que le Conseil d'État importe dans le droit public. Donc, il ne faut pas mythifier cette distinction avec d'un côté quelque chose qui serait de l'ordre du très protecteur et de l'autre quelque chose qui serait du pas du tout protecteur.
Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que du point de vue contractuel, il y a des choses qui n'existaient pas dans le droit de la fonction publique. La rupture pour des motifs qui sont non inhérents à la personne du salarié, c'est sans doute là une révolution dans le droit de la fonction publique. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus exagérer cette différenciation. Je pense que... Étienne Pujol, ces évolutions, ces débats autour de la notion de salarié, de travailleur, quelles répercussions elles ont dans la pratique? Qu'est-ce que vous constatez dans les affaires que vous suivez, vous, de ce point de vue-là? On le voit effectivement, et Julien a tout à fait raison, la notion d'agent public, ça recouvre à la fois les contractuels et les titulaires. Et c'est vrai que ce soit en termes, effectivement, on parlait des arrêts du Conseil d'État, mais en termes de management, on voit que des principes de relations privées de management ont été incorporés dans le droit de la fonction publique. Et quelque part, ce n'est pas totalement surprenant dans la mesure où on va se retrouver avec la hausse du nombre de contractuels et la baisse corrélative du nombre de titulaires, avec des gens qui, sur le même lieu de travail, vont être traités de manière différente. C'est juste pas possible. On le voit dans les fusions. La première chose qu'on essaie de faire, c'est d'harmoniser les statuts collectifs pour éviter que certains soient à 37h50 alors que d'autres sont à 35 heures, avec des RTT qui vont être pris, etc., ce qui cause inéluctablement des souffrances au travail, etc., etc. Et puis on voit d'ailleurs dans l'effet inverse que toute la réglementation relative au harcèlement moral vient de la fonction publique, avec des gens qui étaient placardisés, qui étaient en souffrance au travail parce qu'ils n'avaient plus de travail, et donc on a élargi le concept de souffrance au travail, y compris au secteur privé. Donc il y a cette porosité là que l'on retrouve à la fois dans le public et dans le privé, dans des structures publiques ou parapubliques. Et puis d'une manière générale, je pense que c'est vraiment ça qui est le nœud de cette seconde table ronde, c'est en gros, qu'est-ce qui différencie une personne qui réalise une prestation de travail à part son statut? C'est-à-dire qu'un travailleur, c'est quelqu'un qui réalise le travail pour le compte d'un tiers, ce tiers le rémunérant, modulo la question des travailleurs de plateforme. Mais pourquoi il y aurait des statuts différents en fonction du mode d'exercice de travail ou du bénéficiaire de la prestation de travail, que ce soit une collectivité territoriale, que ce soit une administration publique, que ce soit une société privée. Et on le voit bien, il n'y a pas de justification philosophique à se dire, typiquement, le droit à une rémunération décente, pourquoi il ne serait pas le même pour un travailleur, quel qu'il soit, et quelle que soit la manière dont le travail est réalisé. Je crois qu'il y a ça comme philosophie générale d'appréhension de ce qu'est une relation de travail et de la contrepartie de la prestation de travail. Alors, Julien Ricard, j'ai l'impression que vous n'étiez pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a des choses qui justifiaient et qui justifient encore certains statuts et le fait qu'il y ait des spécificités dans l'exercice professionnel pour la fonction publique. Je pense que les fonctions qu'exerce l'État ou les collectivités territoriales peuvent justifier un certain nombre de règles. Ce qui n'est pas forcément justifié, c'est de considérer qu'aucune règle du droit du travail ne s'applique. C'est là où je pense qu'il y a une confusion, pas de votre part, mais dans la façon dont on a eu d'agencer les choses. Et puis il y a sans doute une deuxième chose qui a amené de la confusion, c'est le fait que l'État n'a pas été un État que régulateur, mais a été un État producteur. Et qu'on a créé aussi, par le biais des entreprises publiques, voire par le biais de la gestion qu'on pouvait confier, certaines fonctions de production par le biais d'entités publiques. Et là, pour le coup, on a effectivement des choses qui sont complètement aberrantes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des entités, selon qu'on a une entité privée ou une entité privée qui a une délégation de service public, on peut avoir des statuts différents, on peut avoir des choses différentes, et là, ça ne se justifie plus. Étienne Pujol, je reviens peut-être sur la notion de prestation de travail que vous avez proposée à l'instant. Quid des travailleurs indépendants dans cette notion de prestation de travail? Est-ce qu'eux aussi peuvent prétendre au même type de protection qu'un salarié ou un fonctionnaire? Alors, toute la question, et elle est tout à fait pertinente, c'est la question de qu'est-ce qu'un indépendant et dans quelle mesure son indépendance est réelle ou fictive. C'est-à-dire qu'on a parlé, vous en avez très bien parlé lors de la première table ronde, des concepts qui ont été développés de parasubordination, de dépendance économique, enfin d'indépendant dépendant économiquement, ces théories qui ont émergé avec le rapport Sibéras, avec aussi Alain Supiot qui en a parlé, et on voit que voilà, l'indépendant peut être protéiforme, la manière d'exercer de manière indépendante est protéiforme, et il y a des circonstances dans lesquelles l'indépendant peut être incorporé
dans ce qu'est un travailleur. Et on en vient du coup à cette dichotomie entre qu'est-ce qu'un salarié versus qu'est-ce qu'un employé, un travailleur. Et il y a une différence sémantique essentielle sur cette acception-là de salarié et travailleur. On se souvient tous, en tout cas de ma génération, se souvient d'Arlette Laguillet commençant ses discours par travailleur, travailleuse. Elle ne disait pas ouvrière, ouvrier, alors qu'elle était représentante ouvrière. Elle ne disait pas salarié, salarié, employé, employé. Elle disait travailleur, travailleuse. Et parce que dans ce prisme-là, le travailleur est celui qui exerce une prestation de travail. Et rappelons-nous aussi que, vous l'avez très bien dit d'ailleurs avec Jean-Yves Frouin, la construction du Code du travail s'est faite pour les usines, pour le travail ouvrier. Et les objectifs de la gauche et de l'extrême gauche à l'époque, c'était l'abolition du salariat, qui était une soumission au joug capitaliste. Voir aujourd'hui l'ultracapitalisme être illustré par des travailleurs de plateforme qui sont indépendants juridiquement, mais en fait sont dépendants d'un système ultracapitaliste, dire Karl Marx pourrait se retourner dans sa tombe par rapport à ça. Le salariat, les travailleurs de plateforme recherchent, quand le contrat est rompu, quand ils ont un accident du travail, la protection du salariat que la CGT voulait abolir jusqu'en 1971. Donc c'est assez curieux de voir ce renversement de prise. Et c'est en ça qu'on en vient aussi à ce que disent les textes qui parlent de travailleurs et qui ne parlent pas de salariés. En fait, on essaie d'englober dans l'acception travailleur une forme assez générique de personnes qui exercent une prestation de travail au bénéfice d'un tiers et qui en reçoit une rémunération. On voit que d'une certaine façon, la précarité a changé de camp en fait, au cours du temps. Exactement. Parce que justement, avec la législation du travail, les salariés aujourd'hui bénéficient d'une protection dont ne bénéficient pas les indépendants. Sylvie Brunet, Étienne Pujol le disait à l'instant, au niveau européen, la définition du travailleur tend à évoluer. Alors d'un point de vue d'abord au niveau jurisprudentiel, mais aussi au niveau réglementaire, c'est-à-dire que et la Commission et le Parlement européen s'efforcent d'adapter la réglementation pour tenir compte des évolutions du monde du travail. Et on voit notamment que la terminologie a changé, tend à changer et à aller de la notion de salarié vers celle de travailleur. Qu'est-ce que cela traduit et comment est-ce que vous travaillez sur ces notions-là pour protéger, entre guillemets, tous les travailleurs qui ont besoin d'être protégés? Alors effectivement, je dirais que c'est surtout depuis la directive de juin 2019 sur les conditions de travail transparentes qu'a commencé à vraiment s'élargir la notion de travailleur. Et avant cela, je dirais depuis le socle européen des droits sociaux, 2017, de Topberg, où dans les 20 principes, on a commencé à élargir à d'autres travailleurs qu'uniquement des travailleurs liés par un contrat de travail, salariés. Alors, ce qu'on met en avant en Europe, c'est la notion de relation de travail, qui peut d'ailleurs être interprétée diversement selon les États membres. Il faut toujours songer qu'on est 27 et qu'on renvoie toujours aux États membres sur les définitions précises. Mais c'est vrai qu'avec cette directive sur les conditions de travail, on voit qu'on a vraiment commencé à élargir toute une série d'autres formes de travail, que ce soit les formes de travail atypiques comme travail à domicile, mais aussi le travail domestique, les travailleurs à la demande, les travailleurs des plateformes, justement, dans certaines conditions, quand ils ne sont pas de vrais travailleurs indépendants. Donc, on commence à avoir la jonction avec cette problématique. On a repris aussi quand même des arrêts importants de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a essayé de donner des éléments de définition de conditions de fond, dont l'existence d'un lien de subordination, qui est quand même revenu dans un certain nombre de décisions, un travail réel et effectif, la présence d'une rémunération, et puis c'est rajouté un sujet qui est un lien transfrontalier, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui s'applique dans différents États membres, ce n'est pas uniquement dans un État membre. Et c'est vrai que une fois qu'on a dit ça, bon, and so what? Parce que ça ne définit pas forcément tout. Si on prend le cas de certains indépendants, comme vous le dites, ils ont tous ces éléments, parce qu'effectivement, l'introduction d'algorithmes, du digital pour, entre guillemets, commander l'activité,
fait que, bon, est-ce qu'ils sont complètement indépendants avec qui est le lien de subordination? On ne sait pas bien le dire, mais on voit qu'on est dans une zone un petit peu floue et qu'effectivement, cette notion de travailleur tend à s'élargir. Alors, il est vrai, je l'ai bien vu dans mon premier rapport sur les travailleurs des plateformes, que je ne sens pas de volonté politique, surtout pas, ni de la part de la Commission, ni de la part du Parlement dans les médias. Certains le souhaiteraient, mais de réouvrir la boîte de Pandore et de recommencer un débat sur la notion de travailleur. Clairement, ça a été. Je n'étais pas là, je n'étais pas au Parlement. Je suis arrivée en 2019, la directive venait d'être publiée, et je sais, pour l'avoir entendu, que ça a été très houleux, très compliqué, des débats très compliqués, notamment avec les syndicats européens qui voudraient vraiment que cette notion plutôt de salariat, d'ailleurs, soit élargie à toute une série de personnes. Alors, il y a eu aussi ce règlement sur la protection sociale des travailleurs indépendants qui tend aussi à commencer à parler de la... C'est une recommandation, pardon, ce n'est pas un règlement, c'est une recommandation, donc ce n'est pas liant comme d'autres textes, mais c'est quand même une recommandation qui commence à parler de protection sociale pour tous et pour les travailleurs indépendants. Et on est un peu dans des zones, comme effectivement les activités évoluent de par la transformation digitale et d'autres éléments, les statuts qui étaient à peu près clairs dans la tête de beaucoup de gens le deviennent moins aussi, et la notion de travailleur aussi. Sachant que c'est ce que j'ai toujours défendu, que la notion de salariat que beaucoup veulent mettre derrière la notion de travailleur, ce n'est pas forcément la panacée non plus. Parce que si c'est pour avoir un statut de salariat dégradé, ce qu'on commence à avoir dans un certain nombre d'États membres, moi je les mets en garde. Certains groupes politiques au Parlement qui sont avec les syndicats européens à fond sur cette histoire de salariat qui va nous prémunir de tout. Attention danger, parce que de ce qu'on peut voir dans certains États membres, avant Workers en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, mais également en Italie, voire en Bulgarie, on a vraiment des formes de troisième statut qui sont créées pour certains types de travailleurs. C'est du sous-salariat, en quelque sorte. Donc, nuance à avoir. Et ça ne marche pas très bien en plus. C'est le statut Cococo en Italie, par exemple, les Italiens en sont revenus parce que voilà, ça a créé des zones grises. Alors, ça a permis d'absorber dans les statistiques de l'emploi italienne des gens qui étaient plutôt au travail au noir. Mais pour autant, une fois l'effet d'aubaine passé, on s'est rendu compte que ce n'était pas la panacée, loin de là. Et puis, comme le disait la première table ronde, et c'est un constat qui est unanimement partagé, au lieu d'avoir une frontière qui est plus ou moins floue, on en a deux nouvelles, donc, qui sont tout aussi floues l'une que l'autre. C'est pas une situation qui est pérenne, qui est fiable. Et comme le dit Mme Brunet, il y a aussi cette question de dégradation. Or, on n'est pas là pour avoir des liens dégradés. Et on voit que tous les textes communautaires, notamment la directive de 2019, dont on parlera un peu plus tard, ont vraiment pour objectif, au contraire, d'améliorer les conditions d'information des travailleurs sur leurs conditions de travail. L'égalité hommes-femmes, l'autre directive de 2019. On a en ce moment en discussion une directive sur le salaire minimum qui s'applique aussi au travail à la demande, au travail à la tâche et au travail de plateforme. Donc, l'objectif de l'Union européenne, c'est sur la base du socle européen des droits sociaux, c'est vraiment de faire converger les législations européennes, mais dans un sens du mieux-disant et non pas du moins-disant. Et à cet égard, l'évolution sémantique historique de travailleurs est assez intéressante parce que dans les traités constitutifs de l'Union européenne, le travailleur ne devait pas inclure le travail indépendant. Ça a été explicitement dit, ça ne doit pas inclure le travailleur indépendant. Et puis, l'évolution a fait que, déjà même à l'origine, le concept de travailleur n'était pas le même selon que l'on parlait de la libre circulation des personnes ou que l'on parle de la coordination des systèmes de sécurité sociale, par exemple. C'est les articles 45 et 48 du traité sur le fonctionnement de l'UE. Donc, c'est assez intéressant de voir que tout le monde n'avait pas la même acception de ce qu'est un travailleur et que pour autant, l'évolution de la jurisprudence et notamment celle de la CGUE a permis une extension du concept de travailleur et donc la protection des directives, notamment sur le temps de travail, mais aussi sur les femmes enceintes, à des personnes qui n'étaient pas des salariés. On parlait tout à l'heure avec Julien Icard de la fonction publique, mais dans l'arrêt Laurie Bloom, qui a été celui qui a défini ce qu'est la relation de travail, on parlait d'une personne qui était un agent d'une collectivité territoriale. Justement, Julien Icard, pardon.
Oui. Je voyais que vous vouliez réagir Oui, sur la notion de travailleur définie par la CJUE. Oui, parce que effectivement, la notion de travailleur est bien plus englobante que celle qu'on a en droit français, mais avec quand même, et ça a été souligné, avec quand même l'idée que ça reste du travail subordonné. Vous évoquiez tout à l'heure, finalement, la notion de lien de subordination qu'on a en droit français, on la retrouve dans la jurisprudence de la Cour de justice, dans le cadre de l'article 45 pour la libre circulation, mais aussi dans le cadre d'autres textes, par exemple dans le cadre de la directive temps de travail. Et donc, en réalité, en fait, on va avoir ce même débat, et on a déjà ce même débat en droit européen sur ce qui est du travail subordonné et ce qui est du travail indépendant. Et donc, on en revient à cette question-là. Si ce n'est que, effectivement, dans la notion de travailleur, on a déjà inclus des choses qui, en droit français, sont distinctes. C'est-à-dire que tous les sous-statuts qu'on connaît en droit français, stage, apprentissage qui parfois avec des statuts spécifiques, ou de la fonction publique ou des contractuels de la fonction publique, eh bien, tout cela sont englobés dans le statut de travailleur de l'article 45 ou dans la cadre de la directive. On l'a vu récemment, ça a été effectivement très médiatisé, mais l'application de la directive temps de travail aux forces armées, c'est un exemple flagrant de l'idée que cette question des travailleurs, elle transcende les distinctions qu'on peut avoir, nous, en droit interne. Mais ça ne résout pas complètement tous les débats, et en particulier ceux du travail subordonné et du travail indépendant. Y compris d'ailleurs les membres du conseil d'administration. On a un autre arrêt d'ANOSA de 2010 qui protège, parce qu'elle était enceinte, une femme qui n'était, entre guillemets, que membre du conseil d'administration. Et on lui a fait bénéficier de la directive femme enceinte alors qu'elle n'était pas salariée, donc pas en lien de subordination avec la société, mais on a considéré qu'elle devait bénéficier de cette protection-là. Donc vous voyez, le concept de travailleur est effectivement, comme le disait Julien Eckhart, beaucoup plus large que celui du simple salariat. C'est aussi lié au fait que tous les pays européens déjà ne définissent pas ce qu'est le lien de subordination et donc le contrat de travail. Première table ronde dans le réel qui est là, qui en a bien parlé, et également le fait que cette protection des travailleurs salariés doit aussi incorporer des travailleurs qui ne sont pas salariés, mais qui sont quand même en lien étroit avec une communauté de salariés. À cet égard, je voudrais souligner l'arrêt Kunsten, qui est pour moi un arrêt extrêmement important de la CJUE, parce qu'il permettait d'intégrer dans la protection d'une convention collective, dans le champ d'une convention collective qui donc normalement ne s'applique qu'aux salariés relevant du secteur d'activité, une personne qui en était indépendante, qui exerçait en statut indépendant. Et on a considéré, la CJUE, reprenant la définition de ce qu'était un travailleur au sens de l'Union européenne, a considéré que certains indépendants pouvaient être englobés dans une convention collective de travail. Et c'est quelque chose qui est très, très intéressant parce qu'on le voit notamment sur les débats sur est-ce qu'on peut, par convention collective, sans avoir à faire une dérogation sur la prohibition des ententes, définir des salaires minimums, de la protection sociale, etc., etc. Et on voit que la CJUE a déjà répondu à une partie de cette problématique-là. Pardon, non, mais juste une dernière chose qui est parfois un peu à contre-emploi par rapport à ce dont on s'attendrait. C'est un peu technique, mais les directives européennes donc, qui s'appliquent aux travailleurs, et notamment par exemple la directive temps de travail, pour ne citer qu'elle, ce sont des directives dont on dit qu'elles peuvent avoir un effet direct, partiel, mais un effet direct uniquement vertical et pas un effet direct horizontal, c'est-à-dire un effet direct à l'égard de l'État, à l'égard des collectivités, à l'égard des employeurs de droit public, voire même à l'égard des employeurs de droit privé s'ils ont des prérogatives de puissance publique, mais pas en droit privé. Ce qui veut dire que paradoxalement, parfois, les directives peuvent avoir plus d'effets à l'égard, en droit interne, à l'égard d'employeurs de droit public ou parapublic qu'à l'égard des employeurs de droit privé. C'est quand même très, très étonnant et un peu contre-intuitif. J'aimerais bien revenir sur la notion de frontière, parce que vous disiez avoir un tiers statut, c'est créer deux frontières au lieu d'une, deux frontières floues au lieu d'une frontière floue. Et finalement, avec la notion de travailleur, on crée une vaste frontière de travailleurs qui mériteraient d'être protégés à divers titres, mais qui elle-même risque d'être très floue, non, Sylvie Brunet ? Effectivement, on voit bien qu'on avance beaucoup aussi avec les jurisprudences. D'ailleurs, dans tous les États membres, les textes ne suffisent pas en fonction des situations diverses et variées. Mais je crois quand même que, moi je fais de la politique, donc moins de droit, il faut bien le dire, même si je suis juriste aussi de formation. Et donc,
faut quand même mettre tout ça en perspective, parce qu'on voit bien quand même qu'on a une évolution du travail. Alors, on l'a vu particulièrement ces 2 dernières années avec le télétravail, tout ce qui change dans le travail, mais je n'avais pas attendu cela pour voir ces activités générées de façon assez massive et en augmentation croissante à partir d'algorithmes, des nouvelles formes de travail aussi atypiques comme les contrats 0 heure en Allemagne qui ont été très décriés. Bon, enfin, voilà, c'est un peu... Alors, politiquement, on a quand même décidé de ce socle européen des droits sociaux en 2017. Et il y a quand même l'idée de ne pas dégrader, d'avoir une sorte de population, finalement, une population très flexible, dont on a besoin en permanence pour ajuster les besoins de main-d'œuvre en fonction des crises économiques, sanitaires et autres, et puis ceux qui sont voilà, bien protégés. Et je crois que tout ça est en train... On voit que les lignes bougent partout. Alors, pas qu'en Europe d'ailleurs, et c'est un petit peu ce qu'on a en filigrane, plus les peurs de nos concitoyens, à juste titre, qui ont peur pour l'avenir de leur travail. On voit que c'est un vrai sujet qui préoccupe tout le monde. La robotisation, tous ces fameux sujets de plateforme numérique, on voit que les gens sont très intéressés par ces sujets. Alors, on leur explique souvent politiquement, de façon caricaturale, ce qui fait que bon, on génère plus de peur que de rassurer. Et donc, nous sommes quand même très attendus au niveau européen pour poser ce cadre, pour qu'il soit le même, quel que soit aussi l'État membre. On ne peut pas avoir un statut de salariat dans certains secteurs en Espagne, de par une loi, dans un autre, un accord collectif qui fait que tous les travailleurs sur certaines plateformes ont aussi plutôt une présomption de salariat, dans un autre, là, quelque chose d'inverse. On ne peut pas. On voit bien qu'aujourd'hui, les frontières, elles sont tellement malléables. On travaille justement à une échelle au moins européenne dans ces conditions. Et donc, il y a une demande quand même d'un minimum de protection avec l'idée qu'on ne peut pas avoir des gens pas protégés. On les a beaucoup vus avec la crise Covid en première ligne. Certains, on le sait, allaient travailler, livrer, bien qu'atteints de la Covid. Donc, il y a une question aussi de protection de la société. Voilà, je pense qu'en filigrane, au-delà du juridique, c'est un petit peu... qui se pose, et c'est pour ça qu'il y a une telle pression politique, nous, au niveau européen. Alors, je ne cache pas qu'il y a eu une très grosse pression pour revenir sur cette notion de travailleur, et l'élargir, et la définir. Mais, une fois de plus, 2019, c'est pas loin, je pense qu'on ne va pas réouvrir cette boîte de Pandore. En revanche, on va voir ce que va dire la directive en ce qui concerne les travailleurs de plateforme. La proposition de directive mercredi, mais... je pense qu'ils vont ou essayer de définir par rapport à des secteurs, donner des éléments de réponse par rapport à ce que doit être un travail indépendant, des éléments de réponse par rapport à ce qu'on pourrait appeler une suspicion de relation de travail, parce qu'il y a un lien de subordination. Et il y a quand même toujours cette idée d'avoir une protection minimale et de faire attention aux conditions de travail, notamment en cas d'accident du travail, maladie professionnelle, bon, ou ne serait-ce que la maternité, si on n'a rien du tout qui est prévu, bon, ça pose question, ça questionne. Voilà, donc il y a toute cette interrogation et cet élargissement, on sent cette pression au niveau européen pour couvrir tout le monde. Et je vous dis, avec un peu cette inquiétude par rapport à ce qui se passe sur le digital, où on a l'impression que tout se dérégule. Parce que finalement, c'est un petit peu, voilà, c'est la flexibilité, c'est formidable, ça crée de l'emploi, c'est vrai. Mais après, voilà, à quel prix? Et je passe sur toutes les questions de personnes qui doivent être en règle, être en règle en termes de papier. On peut avoir des migrants, on peut avoir des sous-locations de licence. Enfin, après, on ne maîtrise plus les choses. Je crois qu'il y a cette volonté aussi de maîtriser. C'est justement une suspicion, une présomption de relation. Présomption. Je l'ai dit avec mes mots. Le mot juridique que vous connaissez bien, c'est la présomption. Voilà. Non pas une présomption irréfragable, voilà, bien sûr. Je ne sais plus où j'ai lu
dans un article, je ne sais plus dans quelle revue, on parlait de présomption irréfragable. Non, pour l'instant, je n'ai pas entendu parler de présomption irréfragable. Jamais. Donc, c'est une présomption réfragable de relation de travail. Moi, j'ai essayé de vraiment l'encadrer dans ce rapport. Donc, l'encadrer en disant que ça n'est pas automatique, on ne veut pas une automaticité. C'est vraiment selon les situations, quand il y a un contentieux, et puis le fameux renversement de la charge de la preuve. Mais bon, qui revient aux plateformes. Là, je parle des plateformes plus spécifiquement, mais le sujet, c'est vrai, est plus large. Mais vous voyez, on comprend qu'il y a quand même toute cette tension sur le marché du travail, parce qu'au passage, on ne le dit pas souvent, mais on a aussi la frontière avec l'intérim, dans un certain nombre de cas, qui est lui-même réglementé au niveau européen, avec une directive. Et les acteurs de l'intérim n'ont pas été absents des débats pour nous dire, voilà, je vois M. Frouin qui ne va pas me contredire. Et donc, voilà, j'ai aussi proposé dans le rapport les solutions de type coopérative, qui est une très bonne solution, d'ailleurs aussi au niveau européen et dans un certain nombre d'États membres. Mais c'est vrai que la frontière parfois avec l'intérim, où là, on a bien déterminé qu'il y avait une relation de travail. Bon, avec toutes les contraintes que ça implique, elle se pose. Donc, alors, au passage, vous parliez de la fonction publique tout à l'heure, je trouvais ça très intéressant parce que la fameuse directive conditions de travail transparentes, elle évoque aussi, les États devraient avoir la possibilité, ils sont quand même prudents, lorsque des objectifs le justifient, que certaines dispositions de la directive ne s'appliquent pas à certaines fonctions publiques qui citent quand même l'urgence, l'armée, les armées, la police, voilà, et quand même les juges et les procureurs. Voilà, donc c'est vraiment les fonctions régaliennes. C'est-à-dire que par principe, on peut les exclure. Et on peut les exclure. Mais j'ai été DRH dans la fonction publique territoriale. Pour ça me rappelle des vieux débats il y a des années, quand on avait vu surgir la notion de CDI public, puisqu'au bout de 6 ans, quand on avait été contractuel au moins 6 ans, on pouvait basculer sur du CDI. Et de mémoire, ça venait déjà de l'Europe. Bon, voilà. Et je me souviens que j'avais des cadres contractuels qui avaient basculé sur du CDI. On commençait à voir cette question. Pourquoi? Parce qu'en France, il est large le statut public. Enfin, je veux dire, il s'applique à la fonction publique hospitalière, territoriale, et ce qui est un des rares pays où c'est le cas. Parce que dans la plupart des pays, c'est fonction publique régalienne. Voilà, je ferme la parenthèse, ça m'a beaucoup intéressée. J'ai déjà été confrontée à ces sujets il y a des années. Julien Icard. Non, mais je reviens sur ce que vous disiez sur le fait qu'on crée un nouveau statut, le statut de travailleur, ou la coïncidence ou la non-coïncidence avec les autres statuts. En fait, ça me fait penser un peu à la proposition, ou en tout cas la conception qu'avait fait Alain Supiot dans le rapport qu'il avait fait en 1999 sur Au-delà de l'emploi, où il avait parlé de cercles concentriques. Et en fait, quand on y réfléchit, on est en train, je ne sais pas si consciemment ou inconsciemment, de construire ces cercles concentriques. C'est-à-dire qu'on s'en rend bien compte, on a un premier cercle aujourd'hui qui sont des droits qui sont, alors peut-être pas universels, mais en tout cas qui sont des droits qui sont détachés du statut professionnel. Le compte personnel de formation en est un bon exemple. On a un compte qui est attaché à sa personne et plus à son statut. Et alors que lui, justement, en 99, disait que c'était sans doute trop embryonnaire sur la formation. Ça y est, ça y est. En tout cas, c'est en construction. Ensuite, on a un autre cercle concentrique qui est plus un peu en dessous, qui concerne les travailleurs, et plus les travailleurs, quel que soit leur statut. Et donc, on a des objectifs qui sont fixés sur la maîtrise du temps de travail, on l'a vu, sur le droit à la libre circulation, qui sont attachés à la qualité de travailleur. Et puis ensuite, on a un autre cercle concentrique un peu plus restreint, qui sont pour les travailleurs salariés. Et donc, en fait, on est en voie de construire ce qu'Alain Supiot avait élaboré dans son rapport, alors avec des problèmes qui se posent. C'est évidemment qu'à chaque fois, il faut définir qui est dans le cercle concentrique, enfin sauf sur le statut universel où là, ça ne se pose pas, mais sur le travailleur, sur le salarié. Donc, en fait, on n'échappera jamais à ces questions-là, de toute façon, c'est évident. Vous avez commencé à l'évoquer, Sylvie Brunet, la proposition de directive sur les travailleurs des plateformes qui doit être présentée mercredi par la Commission. Est-ce qu'il y a déjà des éléments dont vous êtes à peu près certaine qui vont y figurer? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes? C'est vrai que jusqu'au dernier moment, on ne sait jamais. Il peut y avoir
des modifications, on ne sait jamais. En tout cas, ce dont je suis certaine, c'est qu'il y a, bon, ça vient de la commission, du côté du commissaire à l'emploi, donc Nicolas Schmitt, et de la DG Emploi, mais il y a un travail conjoint avec la Direction générale concurrence et on va dire les services de Margrethe Vestager sur justement la possibilité d'ouvrir au dialogue le dialogue social, la négociation collective sur les conditions de travail à certains travailleurs indépendants. Donc, on retrouve dans certaines formes pour qu'ils puissent discuter notamment de la protection vis-à-vis des algorithmes. Quand je dis protection, c'est aussi dans quelles conditions on me déconnecte. Parce que nous, on a eu beaucoup de remontées que certains de ces travailleurs, du jour au lendemain, se retrouvent déconnectés, ils n'ont plus de boulot. Bon, c'est quand même problématique. Il y a tout ce qui impacte des notes, par exemple, la notation. Comment ça interagit sur mon activité, sur les clients que je vais avoir, qu'est-ce que ça vient. Évidemment, on ne peut pas demander aux gens d'être des spécialistes des algorithmes, donc eux, ils ont chargé l'application, ça génère leur activité, puis après, bon, ils ne savent pas trop ce qui se passe, où vont les données. Donc, il y a cette possibilité que va vraisemblablement apporter, donc effectivement, la DG Concurrence, en tout cas donner la possibilité aux États membres d'aller de ne pas dire ce sont des entreprises, ces travailleurs indépendants, parce qu'ils sont seuls, et donc ils vont être autorisés à discuter collectivement avec les plateformes de leurs conditions de travail. Ça, c'est un premier point. Il y a certainement la volonté aussi de leur ouvrir une meilleure protection, quel que soit leur statut. Donc, surtout accident du travail, santé au travail, accident du travail. Mais après, sur le fameux statut, vraisemblablement, mais c'est ce que j'ai comme information, je n'en suis pas sûre à 100%, donc je ne vais pas m'avancer. Je pense qu'on va retrouver à minima le renversement de la charge de la preuve, c'est-à-dire qu'en cas de contentieux émanant d'un travailleur, ça va être à la plateforme de démontrer qu'il est vraiment indépendant. S'il lui dit non, moi je ne suis pas vraiment indépendant, regardez, je n'ai pas le droit de travailler pour plusieurs plateformes, par exemple, c'est un des éléments qui va aller à l'encontre de la notion d'indépendant, ou bien je ne peux pas refuser une activité, j'ai aucun pouvoir sur ma rémunération, etc., etc. Il y aura des faisceaux d'individus, mais ça va être donc du coup à la plateforme de démontrer qu'il est vraiment indépendant et qu'elle a pris toutes les mesures pour le laisser autonome. Donc, renversement de la charge de la preuve et vraisemblablement, mais je ne sais pas comment ça sera encadré. Est-ce que ça va être pour certains secteurs uniquement? Je pense à la livraison, notamment à vélo, puisqu'il est beaucoup revenu. D'ailleurs, il y a beaucoup de législation. Je pense à l'Espagne, ils ont fait une législation pour les livraisons à vélo spécifiquement. Ce n'est pas tous les travailleurs des plateformes. Ce n'est pas ceux qui font du codage avec des plateformes. C'est vraiment un secteur spécifique. Peut-être, là, il y aura, je pense qu'on va retrouver la présomption réfragable de relation de travail. Je pense qu'on y va. Alors, au passage, il y a eu la semaine dernière un courrier adressé, je ne sais pas si vous l'avez vu, voilà, au commissaire Schmitt, pour bien lui mettre la pression de la part de ministres sociodémocrates, donc voilà, plutôt centre-démocrate, d'ailleurs le ministre allemand, espagnol, de tête, voilà, un nombre déjà de ministres, des députés européens, tous les groupes politiques, à part la droite, l'extrême droite. Nous, enfin moi, je n'ai pas été sollicité, tant mieux d'ailleurs, ça m'arrangeait bien, je préfère à ce stade, voilà, pouvoir commencer les travaux de façon plus neutre, mais en tout cas, ils ont fait ce courrier en disant il faut qu'il y ait une présomption réfragable de relation de travail, qu'on trouve cette présomption dans votre texte. C'est impératif, avec les syndicats, évidemment, la Confédération européenne des syndicats. Donc, quand même, un courrier signé par pas mal de députés. Donc, je crois qu'on lui met la pression. Je ne sais pas ce qu'on va trouver mercredi, c'est le suspense. Je pense qu'on va le trouver. Julien Icard, est-ce que peut-être vous pouvez rappeler quels sont les critères de la subordination retenus par la CJUE et qui justement pourraient aider dans ces sujets de plateforme à définir quels sont les travailleurs qui relèvent de la relation de travail subordonnée ou non? La Cour de justice, alors
quand elle se pose la question de la notion de travailleur, elle se la pose pas dans tout le droit du travail de l'Union. Déjà, ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que la notion de travailleur, elle est parfois renvoyée aux États membres. Et donc, on n'a pas une notion de travailleur unique et univoque pour tout le droit de l'Union. Je pense dans un domaine très important, qui est le domaine du détachement, par exemple. La directive détachement renvoie aux législations des États d'accueil, qui est quand même un domaine particulièrement mais dans le domaine de la libre circulation, dans le domaine du temps de travail, la Cour de justice a élaboré effectivement une notion européenne de travailleur, sous-entendu, on dirait de travailleurs salariés, mais encore une fois, encore avec l'idée que ça dépasse la notion de salariat du droit français, mais de travailleurs subordonnés, voilà, où en fait elle a des critères qui sont très proches de ceux qu'on connaît en droit interne, c'est-à-dire des prestations, une prestation de travail entendue extrêmement largement, comme le droit français, c'est-à-dire qu'on sait prestations industrielles, commerciales, sportives, évidemment, l'arrêt Bosman et d'autres, culturelles et contre-rémunération, et avec un lien de subordination qu'elle définit comme la Cour de cassation française, avec une idée de lien de subordination juridique et pas de dépendance économique. Donc ça, c'est vraiment très clair. Et donc, de ce point de vue-là, en fait, on retrouve sur la notion de travailleur des débats qu'on connaît très bien en droit interne, avec peut-être des débats qu'on connaît un peu moins, qui est la question de savoir est-ce que c'est une activité économique ou pas. On a eu des débats sur lorsque des travailleurs travaillaient pour des centres de rééducation, de réinsertion, est-ce qu'on est vraiment dans le champ de la libre circulation. Mais donc, en réalité, on est sur des choses qui sont extrêmement proches. Donc, par rapport au débat qui est celui des travailleurs de plateforme, en fait, on va sans doute en revenir, mais au niveau européen, au débat qu'on a devant la Cour de cassation française, c'est-à-dire est-ce qu'on est ou pas dans le cas de travailleurs subordonnés ou non. Alors, sauf si, effectivement, la directive, comme aurait pu le faire le droit français et comme a essayé de le faire le droit français, nous donne des indices de manière à soit considérer qu'il y a une relation de travail, sauf des démonstrations contraires, ou au contraire, donner des indices de l'absence de relation de travail. Et donc là, on orientera le travail du juge dans ce cadre-là. Quand vous évoquiez tout à l'heure la charge de la preuve, ça m'a fait penser un peu à ce qu'on a comme type de charge, de mécanisme probatoire en droit de la discrimination ou en droit du harcèlement, où le travailleur devant établir des éléments laissant penser que, à charge ici pour la plateforme de renverser cette présomption. Ça m'a fait un peu penser à ça. Peut-être que c'est un peu vers ces mécanismes, et c'est des mécanismes qui sont très connus du droit européen. On les a dans les directives de discrimination. On a ces mécanismes-là qui sont prévus. Donc c'est des choses que le droit européen connaît. Étienne Pujol, en tant qu'avocat, que praticien du droit, vous pensez qu'une telle présomption réfragable, par exemple, de salariat, est de nature à sécuriser et les employeurs et les travailleurs, enfin, et les employeurs, dans ce cas-là, en l'occurrence, un peu moins et les entreprises et les salariés et les travailleurs. Du coup, je m'embrouille dans le vocabulaire. Non, mais c'est effectivement tout à fait pertinent et ça peut révolutionner pas mal l'appréhension. C'est vrai qu'il y a une certaine pudeur de la part de l'exécutif et du législatif français à caractériser les travailleurs de plateforme pour ce que nous voyons qu'ils sont, que ce soit en tant qu'utilisateurs ou en tant que juristes. Et c'est vrai qu'instaurer une présomption inverse de celle qui existe aujourd'hui paraît de bonne loi quand on voit pour certaines catégories de plateformes, encore une fois, la manière dont le travail est exercé, donc la prestation de travail est réalisée. Après, il faut voir également que toutes les plateformes ne fonctionnent pas de la même manière, que toutes les plateformes n'exercent pas un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, comme vous l'avez évoqué lors de la première table ronde. Et c'est extrêmement important, voire clé, de le rappeler systématiquement. Toutes les plateformes n'exercent pas leur pouvoir de la même manière sur les prestataires qui concourent à leur objectif économique à elles. Oui, d'ailleurs, on voit bien que dans les textes en France qui ont été pris pour protéger davantage les travailleurs, c'est toujours les travailleurs, les chauffeurs de VTC et les livreurs qui sont visés. Exactement. L'ensemble des plateformes. On ne peut pas viser l'ensemble des travailleurs du clip, comme on les appelle de manière assez générale, les loger toutes à la même enseigne. En revanche, là où il y a une vraie difficulté, c'est que le législateur français, notamment, va devoir transposer en droit français cette directive dont vous parlez, Mme Brunet, sur les conditions de travail transparentes, prévisibles au sein de l'Union européenne,
qui s'applique donc, considérant numéro 8, explicitement à certains travailleurs, et notamment, c'est cité, les travailleurs de plateforme et les travailleurs à la demande. Et au début de la relation de travail, donc on a jusqu'au 31 juillet pour la transposition en droit français, donc c'est le législateur actuel ou celui à compter du 1er juillet, mais il n'aura qu'un mois pour le mettre en place, ça va être assez cool. Mais l'employeur va devoir communiquer, c'est l'article 3 de la directive, par écrit à chaque travailleur les informations requises en vertu de la présente directive. Me demanderez-vous quelles sont les informations prévues dans la présente directive? Et je vous répondrai bien volontiers que c'est l'article 4, obligation d'information. Et ces obligations d'information, c'est outre l'identité des parties, ça encore à la limite, tout contrat de prestation de service doit l'indiquer, mais également dans la cadre d'une relation de travail, la durée et les conditions de la période d'essai, le cas échéant, le droit à la formation octroyé par un employeur, le cas échéant, la durée du congé payé, etc., etc. Donc, vous voyez qu'il va y avoir, par une déclinaison simple d'une directive, on parlait d'effet vertical des dispositions de droit communautaire, il va y avoir une transposition en droit français d'un certain nombre de paramètres qui, aujourd'hui, ne sont aucunement obligatoires à une relation de prestation de service. Et ça, eh bien, il va falloir faire une révolution culturelle chez beaucoup de juristes pour amalgamer ces dispositions-là dans le Code du travail ou un éventuel Code des travailleurs. On en reviendra en conclusion de cette matinée. Non, mais justement, venons-en au Code du travailleur. Alors, non, je rappelle juste pour les participants que si vous le souhaitez, vous pouvez poser des questions que je m'efforcerai de relayer au fur et à mesure. Mais sur le Code des travailleurs, on voit en fait, à la fois au niveau national et au niveau communautaire, que la réglementation semble de moins en moins adaptée, ou que du moins, on a l'impression que c'est un peu le législateur qui court derrière la réalité du travail pour essayer d'adapter la réglementation. Vous, chez Avocial, vous suggérez de passer du Code du travail à un Code du travailleur. On en parlait tout à l'heure avec François Pinatel et Muriel Asser. Étienne Pujol, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la démarche qui vous a conduit à proposer ce Code du travailleur et surtout ce que ce changement impliquerait? Alors, en principe de base, on constate tous, je pense qu'il faudrait être aveugle pour ne pas le voir, que le Code du travail qui a été rédigé en déclinaison du Code civil de 1804 pour s'adapter à des relations de travail fordistes, enfin pré-fordistes, mais surtout usines industrielles, n'est plus adapté à une situation dans laquelle on est essentiellement dans une société de service, en tout cas beaucoup plus qu'on était au début du XXe siècle, et où le pouvoir de direction et de contrôle se distend. Vous l'avez très bien dit dans la première table ronde, le télétravail, on ne contrôle plus de la même manière un télétravailleur que quelqu'un qu'on a sous la main, ou, comme disait Jean-Emmanuel Rey, des dispositions relatives à la sécurité au travail qui doivent se dupliquer de la même manière au domicile des salariés n'ont aucune pertinence. Personne n'a chez soi la signalétique panneau de sortie ou ne se préoccupe du fait que les toilettes sont inifugées et exemptes de tout virus chez soi. Donc il y a déjà un effort de toilettage du Code du travail qui est rigoureusement indispensable. Au-delà de cela, et vous l'avez très bien dit dans la première table ronde, aujourd'hui, le Code du travail n'est pas adapté. D'une part, parce que le choix a été fait au début du XXe siècle de ne pas définir ce qu'était le contrat de travail. Le choix a été fait, alors qu'il y avait des propositions, il y avait un député socialiste, dont je nom, comme ça, qui avait proposé une définition, mais ce n'a pas été ce qui a été retenu à l'époque. Et du coup, on s'en est remis à une construction jurisprudentielle de ce qu'est le contrat de travail et de ce qu'est le lien de subordination. Nous avons fait un gros travail avec Amélie, avec Muriel, François, une commission dédiée à ce sujet-là, de se dire que c'est quand même regrettable que le lien de subordination ne soit pas défini, que le contrat de travail ne soit pas défini dans le Code du travail. Et puis au-delà de cela, et on a un peu échangé avec la commission Frouin à l'époque, il y a aussi cette question du caractère protéiforme du travailleur et du travailleur indépendant. Et là aussi, on se disait, tant qu'à faire d'insérer dans le Code du travail la définition du contrat de travail et du lien de subordination, pourquoi ne pas insérer également dans ce code une définition de ce qu'est le travailleur, d'une manière plus générale, et puis de décider d'appliquer certaines dispositions de ce code aux travailleurs pour leur assurer des droits. Et je veux dire, on n'est pas totalement... on ne vient pas de nulle part. Encore une fois, le rapport Condrexel, Alain Supiot, Jacques Barthélémy, on est un certain nombre de juristes
à se dire que c'est inadapté. Ces débats qu'on a aujourd'hui doivent nourrir une évolution de ce que doivent être les textes. Et donc, on a beaucoup phosphoré sur, d'une part, est-ce que le lien de subordination tel qu'il est défini par la référence est toujours pertinent, et vous avez vu dans la première table ronde que le constat est assez bien partagé, et donc savoir en quoi aujourd'hui on peut faire évoluer un code des travailleurs qui ne serait que la déclinaison du socle européen de droits sociaux, de l'application des directives avec ce terme travailleur qui s'applique aussi à des indépendants et qui vont être attraits par un régime de protection sociale. On voit même l'article 311 du Code de sécurité sociale amalgame aussi à la protection sociale des gens qui ne sont pas salariés, des gens d'assurance, des gérants de succursales, etc., etc. Donc, la brèche existe déjà. On propose juste de la transposer de manière beaucoup plus claire et explicite dans une refonte nécessaire du Code du travail. Et de fait, alors je suis désolé, j'ai mon ordinateur sous les yeux parce que je n'ai pas apprise par cœur, mais la définition que nous proposons du contrat de travail se lirait comme suit. Le contrat de travail est celui par lequel un salarié exécute un travail rémunéré pour le compte et sous la subordination d'un employeur, et il n'existe pas de contrat de travail sans lien de subordination. Premier, je dirais, principe. Le second principe, c'est qu'est-ce qu'un lien de subordination du coup ? Et le lien de subordination, il va être caractérisé par 4 critères. Le premier, c'est lorsque le salarié est tenu d'exécuter le travail qui lui est fourni par l'employeur. Le deuxième, c'est le salarié exécute celui-ci sous les ordres, l'autorité et la direction de l'employeur. Vous voyez que la sémantique est un peu différente puisqu'on parle d'ordre, autorité et direction. Troisième critère, l'employeur a le pouvoir d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements. La seule faculté de rompre le contrat ne peut être considérée comme caractérisant le pouvoir de sanction, puisque nous voyons que dans les contrats de prestation de services, le fait de rompre un contrat unilatéralement existe aussi. Donc, il n'y a pas de raison que ce critère-là soit un élément supplémentaire de présomption de salariat. Et enfin, dernier critère, le salarié exécute le travail selon une organisation que l'employeur définit et que le salarié est tenu de respecter. Dernier alinéa, ces critères sont cumulatifs. Donc, on a essayé d'introduire dans cette définition un certain nombre de critères qui nous paraissent essentiels à ce qu'est le salariat. Mais aussi, et je dirais au surplus par rapport à ce qu'on définit, nous proposons de définir également dans ce code ce qu'est un travailleur. Pourquoi ? Parce que le travailleur indépendant, on l'a vu tout à l'heure, sa situation est protéiforme. Et donc, l'insérer dans un cadre qui va permettre de lui rattacher des droits de protection sociale, parce qu'on en vient toujours au nerf de la guerre, comment on finance la protection sociale. Et on voit bien, les taux de cotisation des indépendants n'ont rien à voir avec ceux des salariés, puisqu'il y a une qui est prise en charge énorme partie par l'employeur et une partie résiduelle par le salarié, là où l'indépendant, il supporte tout seul. Et donc, on propose, alors là, pour le coup, le professeur président Froin soit parti, on propose de reprendre en copier-coller la définition que lui-même a proposée dans son rapport, que l'on trouve extrêmement pertinente. Ils ont fait dans sa commission un très bel effort de trouver des solutions, mais surtout un très bel effort de constat de la situation d'aujourd'hui. Et la situation de constat d'aujourd'hui, c'est que le travailleur indépendant doit pouvoir être défini. Donc, il cite, je vais vous économiser cela, je vous renvoie au rapport de M. Froin, mais c'est vraiment ça, il y a 5 critères de caractériser ce qu'est un travailleur indépendant, et notamment, celui qui est essentiel, c'est d'assumer le risque de sa propre production. On voit bien, et c'est ce qui ressort aussi d'une partie des arrêts de la jurisprudence communautaire, le fait d'exploiter une entreprise et normalement, la barrière avec le fait d'être subordonné à un donneur d'ordre, de prestation de travail, et donc de supporter les risques inhérents à l'exploitation de cette entreprise est un critère qui doit être essentiel, et c'est le premier critère du professeur. Je me permets de vous interrompre parce que Sylvie Brunet va devoir nous quitter bientôt. Et donc, peut-être je vous laisse la parole pour réagir par rapport à cette proposition d'Avocial avant de vous laisser nous quitter discrètement. Merci. Écoutez, je trouve ça très intéressant. J'aimerais vraiment lire tout cela déjà parce que je pense qu'il faut que je m'en imprègne
les critères que vous avez indiqués, une définition des travailleurs. Je trouve la notion aussi d'organisation du travail très intéressante, au-delà des notions plus ancestrales et habituelles de sanctions, de contrôle, la notion d'organisation, et au fond aussi avec la marge d'autonomie, cas ou non, des travailleurs. Donc, je trouve vraiment que ce sont des débats passionnants qui seront intéressants pour nous aussi au niveau européen, on va les avoir. Et quel que soit le type de culture ou de législation des différents États membres, la question va se poser partout, on le voit bien. Parce que ce qui était plutôt... Comme je dis toujours, nous venons d'organisations plutôt industrielles, et d'ailleurs le Code du travail est le reflet de ça, hein, mon industriel, qui est beaucoup allé vers les services. Alors, longtemps, des services relativement bien établis, organisés, premier niveau, on retrouve à peu près des organisations industrielles. Mais maintenant, avec toute cette interférence des plateformes, demain de l'intelligence artificielle aujourd'hui, et puis j'allais dire demain, parce qu'on a tous nos travaux en ce moment sur l'intelligence artificielle, où la notion de travail, et donc du coup de travailleur, va intervenir. Et il ne faut pas qu'on soit absent de ces débats. Moi, je dirais que c'est un petit peu le risque. On a toujours des débats sociétaux sur les activités, sur l'économie. On oublie un peu trop souvent, mais ça, c'est mon côté ancienne DRH, le travail, les gens, le lien humain d'ailleurs, au passage, parce qu'il n'y a pas que des codes. On le voit bien avec ce qu'on vit en ce moment. Les personnes ont besoin du travail, de se retrouver dans un collectif de travail pour tout simplement vivre et avoir une... Voilà, donc tout robotiser, etc. Je pense que quand même, il y a certaines angoisses et qu'on va devoir se poser ces questions. Donc, merci beaucoup. Moi, je vais être très intéressée, je vais suivre ça. Et je pense que vous avez beaucoup aussi d'activités devant vous, les avocats spécialisés dans ces questions-là. Vous n'allez pas chômer, vous allez vraiment être très sollicités parce que vous savez, on ne résoudra jamais tout par le biais de textes. On est bien placé pour le savoir. Et surtout pas européen, parce que nous, en Europe, on définit généralement des cadres qui ensuite doivent être transposés. Et on sait tous qu'on renvoie beaucoup aux États membres. C'est vrai que le sujet social est compliqué en Europe. Parce qu'on dit toujours, oh, on renvoie aux États membres, ce n'est pas le sujet qu'on veut traiter au niveau européen. Mais il y a une pression maintenant des citoyens en Europe. C'est un des premiers sujets qui remonte dans toutes les préoccupations des gens en Europe. On le voit sur la conférence sur l'avenir de l'Europe. Ils veulent qu'on fasse plus de choses en matière sociale, qu'on définisse des cadres. Il se trouve que je suis rapporteur aussi dans mon groupe sur la directive transparence des salaires, encore un autre sujet, où on retrouve ces débats. Est-ce qu'on applique aussi aux travailleurs indépendants, comme on nous le demande, les obligations qu'on va introduire de transparence des salaires pour réduire les écarts femmes-hommes sur les salaires? Pareil, on retrouve le débat à chaque fois. Donc, vous voyez que je pense qu'on est dans une période passionnante, très riche, et pour les universitaires, et pour les chercheurs, et pour les juristes, que nous sommes finalement, tous, mais pour les politiques aussi, qui devront être présents au rendez-vous. Donc, je vous remercie pour la qualité de ce débat, et je regarderai avec grand intérêt aussi vos travaux. Merci beaucoup. Merci Madame Brunet pour votre présence. Et pour votre intervention. Sur le principe égalité femmes-hommes, c'est amusant que vous le disiez comme ça parce que je ne suis pas un obsessionnel d'Alain Supiot, mais dans le rapport Supiot de 1999, des choses sur lesquelles il insistait, c'est que précisément ce principe, lui, devait transcender quel que soit le cercle dans lequel on est, c'est-à-dire notamment entre indépendants, et lui, il considérait que ça devait être un principe qui devait, pas simplement dans le cadre des relations subordonnées, mais bien au-delà. Voilà. Et ça, on va voir le sujet sur les travailleurs des plateformes aussi, mais Supiot est une très bonne référence. Quand on prend le rapport qu'il a écrit pour le centenaire de l'OIT, moi j'ai beaucoup planché sur le centenaire de l'OIT, bah, c'est remarquable, c'est remarquable. Je me plais à le citer aussi souvent. Toujours un plaisir à lire. C'est vrai que absolument. La directive concernant l'équilibre vie professionnelle, vie privée des parents et aidants, qui s'applique aussi aux travailleurs, enfin, c'est ce qu'on considère en 17 que je citais tout à l'heure pour le considérer en 8, il prévoit aussi un congé paternité, un congé parental, etc. Et il s'applique aussi à certaines catégories de travailleurs dits indépendants. C'est quand même
Parce que Uber n'a pas du tout anticipé de prévoir un congé parental pour ses chauffeurs. Donc, il y a vraiment une vraie problématique globale Clairement, sur ce sujet-là. Clairement. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je vais devoir vous quitter. On va continuer les débats. Julien Icard, peut-être vous vouliez réagir sur les propositions d'Avosial. Oui, alors pareil, j'ai pas lu, j'ai essayé de le trouver, je l'avais pas lu, mais je le lirai avec intérêt, mais juste une réaction sur 2-3 termes qui ont été… La question de l'organisation du travail est évidemment une question très importante. On la retrouve d'ailleurs en filigrane dans les derniers arrêts dans les derniers arrêts de la Cour de cassation sur la question de la requalification pas en salariat de certains travailleurs de plateforme. On retrouve ce critère de l'organisation. Certains un critère alternatif à côté du critère principal. La Cour de cassation, elle se gardant bien pour le moment d'en faire un critère alternatif. De toute façon, elle n'en fera jamais un critère alternatif. Elle l'a dit très clairement dans les notes qu'elle a publiées, les notes explicatives sur les arrêts. Elle a dit très clairement, je ne créerai pas, je ne révolutionnerai pas cette question. C'est pas à moi de le faire, c'est aux législateurs. Donc, aux législateurs et puis à ceux qui réfléchissent sur ces questions. Donc voilà, mais donc ça, c'est une première remarque. Sur la deuxième chose, sur la question de… Je trouve ça assez intéressant de s'interroger dans le cadre de la construction d'un futur code sur ce qui pourrait être commun à une catégorie de travailleurs et ce qui pourrait être ensuite spécifique au type de travailleur. Je pense que c'est déjà ce qui est en train de se faire, mais c'est vrai que peut-être que le problème, c'est que ça se fait uniquement petit sujet par petit sujet. Et donc, à chaque fois, on se repose la question de savoir si on est d'un côté, de l'autre, ou si on est sur une matrice un peu plus universelle. Et puis, de manière plus générale, je pense que la question de l'enjeu principal de la construction, c'est précisément qu'est-ce qu'on met dans chacune des catégories. Est-ce que la question, par exemple, d'un salaire décent ou d'un salaire minimum, elle appartient qu'aux travailleurs subordonnés, ou est-ce que c'est une question qu'on pose aussi, par exemple, dans le cas des travailleurs indépendants? Est-ce que l'incidence que peut avoir un donneur d'ordre sur la relation contractuelle, est-ce qu'elle se pose? Est-ce que cette question, elle est totalement libre dans une relation type indépendante et interdite, ou en tout cas très contrôlée dans le cadre d'une relation subordonnée? On voit bien que c'est une des grandes questions qui se posent avec les travailleurs des plateformes, c'est la capacité qu'a la plateforme, ou en tout cas l'entreprise qui gère la plateforme, de modifier les conditions de l'exécution de la relation. Est-ce que ça, on considère que c'est une question qui transcende les qualifications voilà. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'on mettra dans la catégorie de travailleurs dans les droits garantis et qu'est-ce qu'on déclinera, qu'est-ce qu'on considérera comme étant spécifique à chacune des catégories? C'est là, je pense que c'est là où est l'enjeu de la construction. C'est exactement ça, vous avez tout à fait raison. C'est exactement cette perspective que nous sommes placés. C'est-à-dire qu'on définit le cadre et puis après, c'est pas du click and choose, mais quelque part, on définit, ça relève du salariat, ça relève du travailleur. Et vraiment, on est notamment sur la protection sociale, je pense que ça a vocation à englober beaucoup de choses, sur le lien de subordination, le temps de travail, on l'a vu, ça ne devrait concerner que certains travailleurs, et on voit la directive temps de travail, on voit quand les Français poussent des cris d'orfraie en disant que ça ne va pas s'appliquer à nos militaires, et voilà, l'arrêt de juillet dernier a été diversement apprécié au niveau de l'exécutif, mais d'un autre côté, il n'y a rien de surprenant là-dedans, donc vous l'avez parfaitement rappelé tout à l'heure, par rapport à la construction jurisprudentielle de la CJUE, du concept de travailleur et du fait qu'il y a un certain nombre de travailleurs, quel que soit leur employeur, qui doivent bénéficier de droits. Et à la limite, philosophiquement, ça s'entend tout à fait. Pour quelles raisons le droit à une rémunération décente varierait que l'on travaille pour un tel, ou qu'on exerce une prestation de travail pour un tel ou pour un tel, à partir du moment où on n'est pas libre de fixer notre rémunération. Alors après, il y a d'autres perspectives. Je me permets de la signaler parce que j'ai fait partie d'un groupe de travail il y a quelques années qui a été dirigé par Emmanuel Decaisse, qui était professeur à l'époque à Nanterre, aujourd'hui à Lyon, et qui, lui, à l'époque, avait lancé une réflexion sur un autre code du travail. Et lui, alors, c'est pas du tout la perspective qu'on avait adoptée, en tout cas que le groupe de travail avait adoptée. Le groupe de travail avait adopté une conception très large du salariat, avec évidemment une évolution des critères du salariat, ce qui évidemment avait pour conséquence de faire tomber dans le cadre du code des relations très larges. Alors, au passage, en reprenant, j'avais oublié par exemple qu'on avait pensé à la question de l'articulation avec la fonction publique et on avait prévu que le texte s'appliquerait à la fonction publique sauf spécificité inhérente à la fonction publique. Et puis ensuite, on avait décliné de manière assez…
je ne redis pas le travail qu'on a fait parce que je trouve que c'était intéressant avec l'idée que, par exemple, certains salariés pouvaient être des salariés dits autonomes et que précisément le degré d'autonomie que pouvaient avoir certains salariés malgré tout, bien qu'étant salariés, justifiait un certain nombre de dérogations à certaines règles, et notamment en matière de temps de travail, pas à tout, mais à une partie, au pouvoir disciplinaire. Un salarié dit autonome échappait au pouvoir disciplinaire, sauf la rupture du contrat, mais pas. Et donc voilà, il y avait un certain nombre de choses. Donc il y a plusieurs façons de le penser, mais celle-là est intéressante. J'en profite pour faire part plutôt une remarque qu'une question d'un participant qui dit le fait de découper la contribution à la protection sociale entre partie patronale et salariés sont de type conventionnel. Il suffirait de prendre la convention super brute et on voit bien que c'est le salarié qui paye car les couvertures sont liées à la rémunération différée ou de remplacement. Donc pour lui, la problématique des plateformes, c'est le problème du business model et du modèle financier et la partie qui est laissée aux travailleurs pour payer sa protection sociale. On le voit d'ailleurs, par les débats que nous avons eus dans la commission, on a interrogé Aline Idrissi qui donne regarder. C'est vrai que la question de la protection sociale, en fait, elle est laissée à la charge du travailleur, mais quand le travailleur indépendant est un cadre dirigeant qui fait du management de transition, il s'en fiche un peu du coup, parce qu'il a les moyens de le supporter. Ce dont on parle, c'est ceux qui n'ont pas une rémunération décente et qui se retrouvent à se dire ça va me coûter tant. Le temps, du coup, mon reste à charge est ridicule, donc je ne le fais pas. Donc, je ne me couvre pas, donc je ne prévois pas pour ma retraite, je ne prévois pas pour ma protection sociale, etc. etc. Et donc, c'est un vrai problème. Et le pis-aller qui est en train d'être mis en place de conventionnellement faire en sorte que certaines plateformes prévoient cette couverture-là n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan des problématiques soulevées par le travail de plateforme. Alors, nous avons une autre question cette fois, assez longue, donc je la lis parce que je la découvre en même temps que vous. Le choix éclairé du travailleur quant à son statut et à sa manière de travailler et de s'organiser librement et sans exclusivité doit aussi rester déterminant quant à la qualification de la relation, d'autant qu'il ou elle peut décider de privilégier un travail indépendant et sa rémunération contre la qualité de sa protection sociale dont le coût est très important pour un salarié. C'est sans doute le sens de la présomption d'indépendance qui prévaut aujourd'hui en droit français. Comment ceci va-t-il s'articuler avec la présomption de salariat qui devrait être actée par la future directive? Là, c'est la notion de choix du travailleur en fait, qui est posée. Et c'est vrai que, comme le disait M. Froin tout à l'heure, quand le juge requalifie en relation de travail, en contrat de travail, une relation de travail, on ne donne pas le choix au travailleur. Julien Icard. Enfin, on ne lui donne pas le choix, mais c'est lui qui va. C'est quand même lui qui agit, puisque a priori, ce n'est pas l'employeur qui peut agir à sa place. Donc, a priori, c'est quand même qu'il a fait la démarche. Sauf si on est sur des requalifications de type URSSAF, mais c'est un autre problème. Sur la question de la protection sociale, justement, c'est intéressant parce que sur la deuxième partie de la question, justement, la question, c'est peut-être aussi celle-là, c'est est-ce que la qualité de la protection sociale doit être liée forcément à un statut? Je pense que c'est une des questions fondamentales qu'on a aujourd'hui. Je ne suis pas certain que ce soit qu'il faille réserver la qualité de la protection sociale à un certain nombre de travailleurs. On sait qu'en plus, on a, et dans l'Union européenne, c'est une question très importante, parce qu'on peut on peut changer de statut aujourd'hui. Enfin, le modèle du salarié qui reste 40 ans jusqu'à sa mort dans la même boîte, ou le modèle de l'indépendant, enfin, c'est un des grands. On peut cumuler même les statuts. On peut cumuler les statuts, en tout cas temporairement, mais en tout cas, on peut les faire se succéder. Donc, l'idée qu'il faille passer d'une protection très importante à une protection beaucoup moins importante simplement parce qu'on choisit un statut ne sont pas forcément une très bonne idée. Alors, je comprends le sens de la question, mais peut-être que c'est ça le problème, c'est que dans la balance, la question de la protection sociale devrait peut-être être différente. Alors, on y va, mais très, très, très modestement. L'ouverture des allocations chômage aux indépendants, bon, c'est une première idée. Bon, ça ne marche pas. En pratique, ça ne marche pas, mais c'est une idée qui mérite d'être évoquée. Et voilà, donc c'est peut-être une des difficultés, c'est cet arbitrage qui n'est peut-être pas le bon. Après, il y a une autre question, et c'est sans doute intéressant, c'est la question de savoir comment on prend en compte le choix de l'individu dans un statut, de rentrer dans un statut et pas dans un autre. On sait aussi que sur un certain nombre de plateformes, pas dans toutes, mais c'est un choix qui n'existe pas. Enfin, on leur dit, vous êtes auto-entrepreneur et vous débrouillez. Donc, c'est pas un choix. Donc, voilà, c'est la raison. C'est un choix contraint. C'est la raison pour laquelle le juge n'en tient pas compte, d'ailleurs.
D'ailleurs, il y a des théories qui ont été développées sur le droit à l'activité professionnelle. Et effectivement, ce que disent l'exécutif et le législatif depuis 2016, en gros, pour la loi El Khomri, ça consistait à dire oui, mais, enfin, sous-jacent, consistait à dire oui, mais on permet d'accéder à un travail, et non pas un emploi, des gens qui en sont exclus. C'est d'attraire dans une activité professionnelle et donc de faire baisser les chiffres du chômage des gens qui ne trouvent pas de travail par ailleurs. Et ce qui en soi n'est pas faux, mais comme vous le disiez, quelle est la part contrainte par rapport à ça, et notamment le fait de ne pas pouvoir fixer son prix, qui est quand même une condition indispensable à un indépendant. Et il exerce son activité économique en fonction d'un taux de rentabilité qu'il espère être positif, et il supporte le risque d'exploitation économique. Quand en fait tout lui est imposé, la détermination du prix, la manière de réaliser le travail, la sanction pécuniaire liée au fait qu'il décide de prendre un autre chemin que celui-là, la déconnexion parce qu'il va être jugé par un consommateur final et non pas par son employeur, etc., etc. Tout ça, ce sont des paramètres qui rentrent en considération dans ce prisme juridique-là auquel nous sommes confrontés, nous praticiens, quotidiennement dans l'évaluation de ce qu'est une relation de travail. Et c'est vrai que la présomption dont parle Laurent, que je salue au passage, est quelque chose d'assez fondamental. Et c'est vrai que renverser cette présomption, ça va être une révolution culturelle pour beaucoup de gens, mais il faut la circonscrire à certaines catégories, à certaines typologies de relations de travail. On ne peut pas l'étendre à tout le monde. Oui, vous disiez que les pouvoirs publics réfléchissent avec l'idée aussi que ces modes de travail permettent à des gens qui ne travaillent pas d'accéder au travail. Or, Sophie Bernard, dans ses enquêtes, elle a montré que c'est plutôt des gens qui avaient déjà un emploi et un emploi salarié. Et que finalement, parce qu'ils jugeaient cet emploi non conforme à leurs souhaits, ils ont choisi d'aller vers le travail indépendant. Donc, comme quoi, la question elle est quand même beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Il y a un intense lobbyisme à cet égard. Donc, effectivement, c'est compliqué de lutter contre ces préjugés. C'est pour ça que son intervention, nous avons voulu la mettre en introduction parce qu'elle a fait une étude de terrain qu'elle va décliner dans un livre à apparaître au printemps prochain. Et c'est vrai que c'est un point de vue qui pour l'instant, est peu entendu. Et au regard de ce que vous venez de dire, moi, j'ai un petit peu l'impression que le sujet clé, finalement, c'est la protection sociale. Et son financement. Et son financement. Et est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'il y ait une forme de socle minimal de protection sociale qui s'appliquerait à tous les travailleurs, quel que soit leur statut, et qui serait avec d'autres protections liées au contrat de travail pour les salariés? Oui. C'est exactement ça que nous essayons de faire dans le Code du travail. Et comme le disait Julien Ecker, en fait, il y a les cercles concentriques dont vous parliez tous les deux, c'est exactement ça. Il y a le salarié, il y a l'indépendant, avec notamment cet aspect fondamental qui est quelle protection sociale pour l'indépendant. Pas une protection sociale dégradée convenue conventionnellement avec un prestataire assurantiel quelconque, mais vraiment quelque chose qui est gravé dans la loi. Encore une fois, l'article 311.3 du Code de la sécurité sociale prévoit d'attraire dans la protection sociale un certain nombre de catégories, les agents d'assurance, les employés d'hôtel pour la rémunération, etc. Pourquoi ne pas englober d'une manière générale une acception générale d'indépendants dans cette protection sociale-là? Et donc, ça voudrait dire que dans ce cas, le financement de cette protection sociale relève des entreprises qui font appel à ces travailleurs indépendants? Il va falloir effectivement réfléchir à ce sujet-là, mais ça en découle, évidemment. Non, mais je vous écoute avec intérêt. Je n'ai pas de. Effectivement, la question du financement est déterminante. Est-ce qu'elle doit reposer sur le donneur d'ordre? Dans quel cas, effectivement, la prestation n'a plus le même coût, par définition? Ou est-ce qu'elle doit être en partie, comme c'est déjà le cas, même prise en charge par la solidarité nationale ou pas? C'est effectivement un débat très important, mais je pense quand même qu'il faut réfléchir à la question. La question du financement est une question déterminante, mais elle ne doit pas parasiter la question, à mon avis, et on se dirige vers là, elle ne doit pas parasiter l'idée, à mon avis, qu'il faut aller vers une universalité des droits, sans doute pas dans leur quantum exactement identique, mais une universalité qui est liée au fait qu'encore une fois, on ne demeure pas dans un statut toute sa vie et que cette mobilité, elle est aujourd'hui totalement évidente
et que du coup la protection sociale doit se mettre au diapason de cette mobilité. On l'a vu, l'Union européenne, c'est un des premiers textes dans l'Union européenne, c'est la coordination des systèmes de sécurité sociale, parce qu'on s'est très bien rendu compte que si on voulait faire en sorte que, et c'était le but de l'Union, que les salariés soient mobiles, il fallait qu'on puisse leur garantir une protection sociale. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la même chose, mais à l'intérieur des statuts et plus entre les pays membres. L'article 12 du socle européen des droits sociaux, effectivement, tous les travailleurs ont droit à une protection sociale adéquate. Et donc, la convergence au niveau de l'Union européenne doit tendre à ça, c'est-à-dire qu'on harmonise la protection sociale de tous les travailleurs, quelle que soit l'exception du travailleur. Ok, ben merci beaucoup. Je propose qu'on en reste là parce qu'il n'y a pas d'autres questions. Et merci à tous les deux et puis à Sylvie Brunet pour cet échange très riche.